Monica Sabolo, bonjour. Et tout d'abord, je tenais vraiment très sincèrement à vous remercier d'être là aujourd'hui parmi nous, dans Spatio de la librairie des Volcans, pour évoquer votre dernier roman. C'est le 6e, il s'appelle Éden. Il est publié dans la prestigieuse collection blanche chez Gallimard. Et ça a été le coup de cœur d'un certain nombre de libraires à cette rentrée littéraire, dont la nôtre, Muriel, qui l'a recommandé très fortement à un certain nombre de clients de la librairie. C'est un livre, je pense, qui vous hante assez longtemps. Il est captivant. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est un roman à la fois poétique, fantastique. Vous le qualifiez parfois de gothique. On aura l'occasion d'y revenir. Et vous, vraiment, de manière très intelligente et subtile, vous brouillez un petit peu les frontières entre le bien et le mal, entre le monde réel et celui des esprits, entre la beauté de la nature et la sauvagerie des hommes. Voilà, tous vos personnages, là, ce sont essentiellement des adolescents. Et ils vont évoluer au fil des pages. Ils ne sont pas si simples que ça peut le paraître au début, à première vue. Et c'est ça qui est extrêmement subtilement fait, très intéressant dans votre livre. Alors, pour dire quand même quelques mots de l'histoire sans trop la déflorer, Éden se passe dans un pays qui n'est jamais nommé, mais qui pourrait fortement être une province du Canada, de Colombie-Britannique par exemple, et plus particulièrement dans une réserve. Et cette réserve, vous l'écrivez, elle est coincée entre deux infinis, l'infini de la forêt d'un côté et l'autoroute de l'autre. Et dans cette réserve vit une jeune fille qui s'appelle Nita, elle a 15 ans. Elle est seule avec sa mère parce que son père est parti un jour, il est rentré dans la forêt, puis il n'en est jamais ressorti. Alors, qu'est-il devenu? On ne sait pas. C'est elle la narratrice du roman et elle va raconter l'arrivée de Lucie, qui est également une autre jeune fille, une autre adolescente, mais elle est blanche. Nita, elle est autochtone. Et Lucie, elle arrive un beau jour à côté de chez Nita, avec son père dans la caserne de pompiers. Elle n'est pas vraiment acceptée par les autres élèves blanches du lycée. Elle est un peu ailleurs et elle est surtout fascinée par la forêt. Et cette forêt, il s'y passe beaucoup de choses. Il s'y passe des disparitions d'adolescents, il s'y passe des agressions sexuelles, violentes, il s'y passe des regroupements de jeunes. Voilà, il y a beaucoup de choses dans cette forêt. Et finalement, c'est pour planter le décor, mais c'est extrêmement important parce que cette forêt, c'est le personnage principal du livre. Donc, j'ai parlé longuement, mais je vais m'arrêter. Cette forêt, comment elle est née dans votre imagination? Comment vous vous en êtes emparé pour votre création littéraire, et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur ce sujet? Alors, je dirais qu'à l'origine, j'avais assez peu d'idées sur ce livre, mais j'avais deux envies très fortes, qui étaient l'une d'écrire sur la forêt, parce que j'avais envie d'un espace immense, je pense. Il me semble que l'on manque justement d'espace infini, d'espace de refuge, et que la forêt représente une sorte d'extraterritorialité, et d'une certaine façon comme l'écriture, c'est-à-dire que c'est une façon de sortir d'une réalité pour rentrer dans une autre. Un peu de la même façon que le lac dans Summer, mon roman précédent, était également une autre dimension, un autre endroit où il se passe des choses. Ensuite, j'avais une idée d'une bande de filles. J'avais envie d'écrire sur une bande de filles. Et c'était vraiment les deux seules choses que j'avais. Et souvent, à l'origine d'un livre, je tape des mots sur Google pour faire une sorte de recherche qui soit presque poétique. C'est-à-dire que je peux tomber sur des textes, des chansons, des images, des films, ou des faits divers aussi. Et je nourris mon imaginaire avec ce genre de choses. Et je suis tombée vraiment par hasard sur un drame que j'ignorais absolument et pourtant qui est immense, qui est celui des femmes et des filles autochtones disparues ou assassinées au Canada. Et ce drame, qui vient d'être requalifié très récemment par une commission de génocide, ce qui est un mot extrêmement rare, qui est un mot très fort, c'est-à-dire qui est vraiment la destruction d'un peuple de façon volontaire. Donc ce sont des mots puissants. C'est un mot très puissant. Et donc, depuis une quarantaine d'années, mais même plus longtemps,
des femmes et des filles, et souvent absolument tellement jeunes que on voit leurs petites photos, il y a des petites galeries de portraits qui vous déchirent le cœur, ont disparu ou ont été assassinés dans une sorte d'indifférence générale. En tout cas, tout cela est nimbé d'un silence immense, extrêmement pesant et extrêmement bouleversant. Et la plupart de ces cas ont eu lieu en Colombie-Britannique, mais pas tous du tout. Mais la Colombie-Britannique est un lieu magnifique du Canada, c'est-à-dire avec des forêts, ces forêts démentes, avec une vie sauvage extraordinaire, des ours au pelage blanc. C'est le genre d'endroit où nous, par exemple, Européens, pouvons économiser pendant des années pour aller passer nos vacances là-bas. C'est-à-dire que c'est une sorte de rêve de paradis originel et d'un lieu absolument idéal. Et en même temps, avec cette brutalité, cette rencontre avec ce drame national, et également le Canada qui semble un pays extrêmement moderne, avant-gardiste à plein d'égards, et finalement dans une sorte de façon de détruire la forêt ou même l'environnement d'une façon générale. Mais il ne s'agissait pas d'attaquer le Canada, soyons bien clairs. Je veux dire, pour moi, c'est plus un reflet du monde, de quelque chose que nous vivons tous ou que l'on connaît tous. Mais peut-être là, c'était comme si ce sont des domaines immenses. C'est comme si on pouvait mettre une loupe sur des problématiques qui, selon moi, nous touchent tous de façon intime. C'est ça qui m'a saisi le plus fort, parce que avec le passage des oléoducs ou de l'extraction du pétrole, il y a donc cette destruction hyper violente de la forêt ou des sols qui sont donc contaminés, ensuite l'eau est polluée, donc toutes des choses qui résonnent tellement fort dans notre angoisse, en fait, cette angoisse latente qui plane. Donc vraiment, je me suis pris cette problématique de façon frontale et j'ai été vraiment hantée par ces portraits de femmes disparues et en particulier par cette grande autoroute qui traverse la Colombie-Britannique, je crois, sur plusieurs centaines de kilomètres. Vous savez, ces autoroutes, mais vraiment telles qu'on les voit dans les films, bordées d'immenses arbres, à perte de vue, avec la traversée d'un élan, donc ces endroits qui nous font rêver et qui sont ponctués de panneaux sur le bord de la route avec des photos en noir et blanc de jeunes filles essentiellement, avec ces lettres en noir « missing ». Voilà, donc j'ai été vraiment très habitée par cela, mais ensuite, j'ai voulu décaler mon histoire en inventant un monde qui ressemble au réel, j'espère très fortement, mais qui n'est pas le réel, afin de ne pas prendre la voix, finalement, de ces femmes autochtones et de ne pas m'approprier de façon brutale cette douleur qui se transmet de génération en génération, qui est trop vaste, trop profonde pour que j'ose l'aborder autrement que sur la pointe des pieds, donc par une transposition. Ça, c'est fortement réussi et ça donne un caractère complètement même universel qui va même plus loin que ce peuple autochtone. Voilà, il y a des grands thèmes, on va avoir l'occasion de s'y arrêter, qui de toute façon sont présents dans tous vos romans. L'adolescence en est un, on va peut-être commencer par celui-là, mais voilà, je trouve ça justement très juste de pas trop donner de détails, qu'on n'identifie pas trop le pays, comme on dit, on n'a pas trop non plus de détails finalement sur la vie de chaque personnage, et c'est un bon dosage, c'est un juste milieu où on peut à la fois imaginer des choses, être surpris par des éléments nouveaux, et voilà, où tout le monde peut-être s'identifier à chaque personnage sans être forcément autochtone et vivre au Canada. Donc, en plus la déforestation, les agressions faites aux femmes, il y a des résonances un peu partout dans le monde, en plus de tout ça. Donc, je le disais, votre héroïne Nita, la personne qui parle, c'est Nita. C'est une adolescente et ça sonne particulièrement juste. Donc, ma première question, c'est de savoir comment vous arrivez à parler et avoir une voix si juste d'adolescente. Et je pense qu'on a pas mal de jeunes gens aujourd'hui. Ça serait intéressant après d'avoir leur avis là-dessus. Mais voilà, comment vous arrivez à sonner aussi juste ? Alors, ce qui est plus étrange, je dirais encore, c'est pourquoi je ne prends jamais une autre voix que celle d'adolescent. C'est-à-dire que c'est la seule qui, pour moi, résonne juste. C'est-à-dire qu'à aucun moment,
je me demande si le sentiment, la sensation que j'évoque est réelle, est au bon endroit. J'ai toujours l'impression de tomber à un endroit qui m'est tellement familier que c'est ma porte d'entrée. Je veux dire, dans Summer, j'avais pris donc la voix d'un garçon. J'utilise volontairement ce terme garçon parce que même s'il a 38 ans au début, il reste très adolescent. Et d'ailleurs, il raconte son histoire à partir de ses 14 ans. Mais j'ai pu être dans la peau d'un garçon, donc d'un homme. J'ai pu être dans la peau d'une autochtone, mais effectivement, ma porte d'entrée, c'est l'adolescence. Et je trouve qu'il y a une immense universalité dans cet âge. En tout cas, pour moi, il résonne à plein d'égards, comment dire, avec une sorte de fluidité, même entre les genres. C'est-à-dire qu'être un garçon ou être une fille adolescent, j'arrive assez bien à me promener d'un côté à l'autre parce que la problématique de l'étrangeté au monde, de se sentir bizarre ou inadapté alors que tous les autres semblent très bien s'en sortir, l'envie très forte de vivre, la soif d'amour et en même temps l'attrait pour le danger, pour le trivial, pour une certaine morbidité même. La rencontre d'émotions et de désirs antinomiques, où la rage et l'amour, la honte et en même temps l'attirance extrême, ces choses-là qui se mêlent, je pense qu'elles se mêlent tout au long de notre vie, mais à ce moment-là, il y a une sorte d'acuité, quelque chose qui résonne, et je pense vraiment que c'est parce que j'ai une croissance extrêmement lente. Je pense que je suis à peu près entre 14 et 15 et demi, quoi. Donc ça colle pas mal. Il y a toute une partie de moi qui est complètement qui est là. restée là. Heureusement, à certains égards, elle a grandi, mais certains, voilà. Donc il y a également, je crois, peut-être cette soif de justice et cette soif d'élévation qui va bien avec une époque. Comme vous le disiez, j'essayais d'aspirer à une certaine universalité, à toucher avec des problématiques qui nous traversent tous, où qu'on soit, qui est la problématique de la domination, le problème de la perte de sens, la destruction d'une terre à laquelle nous appartenons, ces images de la forêt amazonienne qui brûle, qui nous étaient insupportables à tous. C'est comme si quelque chose brûlait à l'intérieur de nous. Donc ces appartenances-là, la domination sur les femmes, la violence, la problématique de la victime qui devient celui qui est responsable et qui devient le coupable, toutes ces choses-là, il me semble, à l'âge de mes héroïnes et de mes héros, quelque chose qui est insoutenable. Comment se projeter dans la vie, comment s'inventer un avenir dans un monde qui n'a pas de sens, où les choses ne sont pas au bon endroit et où les mots ne sont pas dits. Les fautes ne portent pas de nom, elles ne sont pas posées. Et le mot au bon endroit me semble absolument nécessaire dans toute existence, mais peut-être encore plus à ce moment-là. Là, vous avez dit beaucoup de choses. On va... Non, c'est très bien. On va revenir sur le silence, par exemple. Vous parlez du silence. C'est vrai que les mots ne sont pas dits. Je l'ai dit, Nita, son père a disparu. On n'en parle pas. Elle n'en parle pas avec sa mère, alors que lui est peut-être parti de son plein gré. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a des rumeurs, il y a des on-dit. C'est un peu les secrets de famille. Voilà, on ne sait pas. Et au milieu de tout ce silence... au lycée, il y a des filles tout d'un coup qui en entourent une. On suppose qu'elle s'est fait agresser, on ne sait pas trop. C'est les corps qui parlent plus que les mots. Et en contraste avec ce silence, parce que dans votre livre, il y a toujours un contraste, il y a toujours une chose qui balance une autre. Il y a le bruit assourdissant des tronçonneuses et de l'exploitation forestière, puisque en arrière-fond, dans la forêt, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, elle est saignée comme les filles. Enfin voilà, il y a une agression physique de la forêt, et ce contraste entre le silence chez les hommes et ce bruit assourdissant dans la nature, ça, voilà, c'est aussi une des images qui marque dans votre livre. J'y avais pas pensé. C'est étrange, hein. Je ne m'étais pas rendu compte qu'effectivement il y avait ce silence et en même temps ce bruit de la tronçonneuse qui les hante jusque dans leurs rêves. Ouais. Mais ce que j'aimais aussi, c'était justement... Pour moi, c'est un roman sur la frontière. Donc, il y a d'un côté le monde sauvage,
avec l'archaïsme, avec la puissance des éléments qui sont plus forts que nous. Et à côté, il y a vraiment le monde adolescent de la campus novel, c'est-à-dire la fête de fin d'année, le désir, ceux qui sont populaires, les weirdos. Il y a vraiment le bus scolaire où il se passe des choses. J'aime toujours cette confrontation entre deux mondes qui se frottent. Alors, ces adolescentes, comment vous les avez imaginées? Donc, Nita, pour dire brièvement, elle a du mal à trouver sa place au début du livre. Elle est dans un équilibre fragile entre réel, irréel. Elle dit, existons-nous pour de vrai ou sommes-nous juste des ombres? Donc, voilà pour Nita, l'autochtone. Et à côté, donc, il y a Lucie. Je vais lire un très bref extrait, une description de Lucie. Elle traversait l'année, marchant seule à la frontière, justement, entre deux mondes, comme sur une ligne qu'on aurait tracée juste pour elle. En classe ou dans la réserve, traînant les pieds, Lucie était toujours un peu vaporeuse. On avait l'impression qu'elle vivait quelque part à l'intérieur d'elle-même, dans un recoin reculé. Au réfectoire, elle se plongeait dans des livres, sur les pas de la sagesse amérindienne ou à quand l'Apocalypse. Quand on lui adressait la parole, elle agrandissait les yeux et nous fixait en s'approchant tout près. Et presque toujours, on reculait pour échapper à cette présence trop intense, à cette bouche entr'ouverte dont on pouvait sentir le souffle chaud, un lointain parfum de dentifrice. Mais la plupart du temps, elle errait dans un monde immatériel. Seul son corps semblait parmi nous, avec l'effet qu'il produisait sur les garçons, peut-être plus puissant encore du fait qu'il paraissait mener sa vie propre, indépendante de l'esprit, dans une sorte d'abandon langoureux. Ça, c'est une très belle description de Lucie. Cette Lucie qui attire donc tous les regards des garçons, mais aussi des hommes. Et il y a une rencontre qui n'a pas trop lieu avec Nita, en fait. Nita, elle loupe un moment avec Lucie. Parce que cette Lucie, elle est donc attirée. Elle vient de la ville, on le répète. Nita, elle rêve de quitter la réserve, d'aller dans la ville. Lucie a fait le cheminement inverse. On ne sait pas trop pourquoi. Ça aussi, j'aime bien. On saura un petit peu à la fin, mais on ne sait pas trop d'où elle vient. Et il y a un moment où elles se loupent toutes les deux. Je pense que toutes les deux sont chacune enfermées dans une sorte de solitude qui peut être cette solitude de l'adolescence quelquefois. Donc Nita, effectivement, qui est assez peu incarnée, qui a l'impression qu'elle existe uniquement dans le regard de Lucie. C'est-à-dire que quand on ne la regarde pas, peut-être qu'elle n'existe pas, peut-être qu'on ne la voit pas. Moi, c'est un sentiment qui m'est très familier, l'adolescence fantomatique. Je pense que c'est vraiment celle que j'ai traversée, par exemple. L'impression que de dire des mots mais qui ne marquent pas comme ceux des autres, etc. Donc elle part de cet endroit-là. Et vraiment une sensation de manque de consistance. Et Lucie, qui est très apparente aux yeux du monde, qui se change à l'école pour mettre des tenues de plus en plus sexy, etc. En même temps, elle est effectivement vaporeuse. Du coup, la plupart des autres de la classe disent qu'elle est semi-demeurée. Donc, elle est très seule. Les autochtones ne la reconnaissent pas, les blanches ne la reconnaissent pas. Donc il y a cette solitude. Mais Lucie tente quelque chose avec Nita, lui dit il se passe des choses dans la forêt. Et Nita ne l'entend pas. Et finalement, Lucie va sortir de cette forêt nue, couverte de blessures et mutique, et ne répondre à aucune question. Donc sera incapable de dire ce qui lui est arrivé. Donc justement, elle sera murée dans une sorte de silence. Et Nita va se sentir coupable, comme si elle n'avait pas entendu. Non seulement elle a manqué cette amitié, parce qu'elle était fascinée par cette jeune fille, mais elle n'a pas réussi à vraiment oser établir la relation. Mais en plus, elle a l'impression qu'elle aurait pu faire quelque chose, que les choses auraient pu être autrement. Donc il va y avoir une mise en marche. Et ce qui me plaisait, c'était l'idée qu'il y ait tout un groupe d'ados finalement qui se mettent en marche, parce qu'il y a Nita, mais il va y avoir également Kishi, qui est un personnage que j'adore, qui est sa meilleure amie et qui est vraiment l'anti-héroïne. C'était toutes des anti-héroïnes d'une certaine façon, et c'est ceux auxquels on s'attache le plus, en tout cas pour moi, dans les romans, ceux qui semblent n'avoir rien pour eux, d'être vraiment des outsiders, et qui révèlent une sorte de puissance. Et Kishi qui est là avec son jogging rose, qui vit dans sa chambre tapissée de posters de loups alors qu'elle a déjà 15 ans, mais qu'elle semble bloquée dans quelque chose d'assez enfantin. Elle va devenir une histoire de prêtresse de la nuit et qui va sauver sa meilleure amie par un sens de la justice. Et en élevant une chouette, elles vont devenir toutes les deux extrêmement puissantes. Ça me plaisait. On aime... Enfin, rien de plus beau, il me semble,
que d'imaginer que celui qui n'avait rien pour lui, qui était à la marge, est finalement celui qui va remettre un peu d'ordre dans le monde. C'est aussi le moment, le temps de tous les possibles, l'adolescence. Cette Kishi, au début, elle suit là, Nita, elle l'embarque dans un bar où elle n'a pas du tout sa place, là, justement, avec son jogging. Et du coup, l'importance de cette chouette. Cette chouette, elle m'a interpellée dans le roman. Elle symbolise quoi, cette chouette qu'elle arrive à... Déjà, elle m'a permis de ne pas travailler pendant des heures et de regarder des vidéos YouTube de chouettes et de fauconneries. Beaucoup de joie, avec une impression de me documenter. Donc en me disant je travaille, mais j'ai regardé des heures et des heures. D'ailleurs, j'ai essayé même de faire un stage de fauconnerie en pensant que c'était nécessaire à mon travail. Donc en fait, c'est vraiment étrange. C'est qu'à l'origine, elle ramasse donc une petite chouette dans une flaque d'eau. Voilà. Et vraiment, j'ai écrit ça comme ça, en me disant bon, elle va s'occuper d'un petit animal, elle est enfantine. Et puis, je sais pas, cette chouette a pris beaucoup d'importance et est devenue donc grandissent, et elles grandissent ensemble. Donc, qu'est-ce qu'elle représente, la chouette ? La chouette, c'est l'animal qui voit la nuit. Donc déjà, elle est capable de voir ce que les autres ne voient pas. Donc, j'aimais cette idée-là. Et j'aimais que Kishi devienne également cette créature capable de voir ce que les autres ne voient pas. Après, j'aime aussi l'idée que la chouette, c'est l'image de la sorcellerie. Et j'aime aussi l'image de la sorcière, dans le sens que la sorcière, qui a cette image à l'origine si négative, c'est aussi l'image en réalité de la femme libre, de la femme qui a du pouvoir, la femme qui s'approprie son propre destin et qui est capable d'avoir accès à des choses mystérieuses. J'aimais cela. J'aimais que justement ma Kishi en jogging en éponge devienne une grande prêtresse de la nuit. Et ça, c'est particulièrement réussi parce qu'on sent cette montée en puissance. Cette petite chouette, tout de suite, on se dit que elle n'est pas là par hasard. Alors qu'avant, elle a eu des grenouilles, je ne sais plus. Voilà, Tita, elle se moque d'elle un petit peu au début. Et non, elle a un vrai pouvoir, cette chouette. Donc ça, c'est intéressant. Et à côté, ce que vous disiez, il y a une bande, parce qu'il y a des garçons aussi. Alors qu'on peut regarder dans un premier abord de manière un peu avec réticence. Enfin, on se dit, oula, il y a de la violence justement dans le bus, il y a déjà des gestes déplacés, il y a des agressions. Et puis finalement, là encore une fois, c'est pas si simple. Et ces garçons, ils ont du mal à trouver aussi leur place. Ils ont aussi une certaine sensibilité. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est ces rapports mouvants d'adolescents, de provocation chez les uns, chez les autres, jusqu'où on va, jusqu'où on met le curseur. Et finalement, voilà, c'est la force du collectif qui va agir face à la domination. C'est ça, la domination même adulte, adolescent. Absolument. À la domination. Alors, dans votre roman, c'est vraiment poupée gigogne. Il y a différentes dominations, il y a différents niveaux de culpabilité. Il y a domination des Blancs avec les autochtones, des adultes et des adolescents, des hommes et des femmes. Mais voilà, ce qui est positif chez vous, il y a quand même, c'est un roman où il y a de l'espoir. Parce que voilà, les adolescents, s'ils s'unissent, s'ils agissent ensemble, ils ont le pouvoir peut-être de changer les choses. Oui, et puis je les aime beaucoup tous, effectivement, ces garçons qui ressemblent à des agresseurs au début, c'est-à-dire qui tournent autour de Lucie, ils la tripotent elle est complètement tétanisée, donc c'est une scène dure. Hein. Et il y a d'autres scènes où c'est à la limite. Mais eux vont faire leur chemin, et puis surtout, comment dire, il y a des vrais prédateurs dans ce livre, mais pour moi, le mal, il n'est pas systématique. Tous les adultes ne sont pas mauvais, loin de là, parce qu'il y en a qui sont inquiétants et qui vont révéler, et qui sont peut-être surtout démunis face à un monde qui change trop vite pour eux, je pense. Donc une sorte de perte de repère qui fait qu'ils ne peuvent plus protéger leurs propres enfants. Mais il y a aussi certains hommes qui sont vraiment bienveillants, tout en ayant l'air menaçant. Après, en revanche, mes jeunes garçons, pour moi, sont surtout des garçons qui n'ont pas de mots. Donc il y a quelque chose qui s'exprime par le physique et qui est plus que maladroit, puisqu'il est violent, en effet. Mais il y a une colère, et cette colère, elle s'exprime
de cette façon. Mais j'aimais leur trajectoire, leur donner une trajectoire vers la tendresse, vers l'amour, vers le désarroi aussi. On découvre une fragilité. Finalement, ce sont les filles qui vont se mettre en marche. Il y en a un qui va finir par se cacher, un autre qui va disparaître. Et c'est leur façon de faire face comme ils peuvent. Mais il y a quelque chose de doux qui sort, à mon avis, de leur relation à tous. Oui, parce que la colère, elle est aussi présente chez les filles. Hein. Elle est dangereuse, elle est aussi bien des chez les deux filles côtés que chez les garçons. Donc, du coup, il y a une montée aussi en tension dans le roman, parce qu'il y a une menace qui plane, alors qui est diffuse. Comment vous l'avez construit comme ça, cette tension dramatique ? Je pense que vraiment le fait de poser ces disparitions sans nom au départ fait que ce courant souterrain, il irrigue tout. Et je pense que c'est... j'aime laisser des blancs. J'aime utiliser certains mots forts à certains moments, mais pas trop non plus. Les habiller de poésie, les habiller d'images ou de sensations, de lumière ou de comparaisons avec un animal ou de choses de cet ordre, qui laissent aussi au lecteur la possibilité d'imaginer et de remplir ces blancs. Et je pense que cette tension dramatique qui est faite de vide et de fantômes se tricote aussi elle-même par ces espaces. Oui, parce que la tension, elle est chez les hommes, mais elle est aussi dans la nature. Vous parliez du lac qui est dans Summer. Le lac, c'est à la fois un élément parce que c'est l'été, là, une grande partie du roman, où il fait bon se baigner. Les personnages à tour de rôle vont dans le lac, où il y a une vraie communion avec l'eau. Et d'un autre côté, il est marécageux. Donc, on balance toujours entre une forêt ou des éléments naturels qui sont protecteurs, qui font du bien, et qui sont aussi menaçants. Mais c'est ce que j'aime, c'est toujours l'ambivalence. C'est comme tout à l'heure, quand j'évoquais le fait de rencontrer deux mondes, de rencontrer des choses qui sont... de frotter des choses antinomiques et de basculer de l'un à l'autre, de la lumière à l'ombre, de la vie à la mort. Et effectivement, cette forêt, c'est un lieu qui peut être un refuge, un endroit hors système, hors institution, un espace de liberté où ces filles deviennent ce qu'elles veulent être. Mais c'est un lieu de poésie et de mémoire. Donc tout cela est assez enveloppant, mais c'est également un lieu de menace, c'est un lieu d'ombre où on peut se perdre et on peut mourir. Et finalement, cette forêt de contes de fées qui a tous les possibles, celle de l'ogre, du loup, mais également de la fée et de la magie, elle me plaît parce que c'est une traversée. C'est des traversées comme on en fait tous. Alors effectivement, c'est la traversée de l'adolescence pour en sortir grandi. Et avec ce qu'elle a de danger, de tomber dans certains pièges ou au contraire de magnifier, de prendre en force. Finalement, on trace son propre chemin dans un lac, dans la forêt. Il y a toujours cette part de liberté. Oui, la liberté, elle est importante dans le livre aussi. Hein. Il y a d'autres personnages, autres bandes de filles qui sont touchantes. Hein. C'est des serveuses dans un bar où se retrouvent que des hommes violents aussi, enfin des hommes d'exploitation forestière, donc qui boivent. Et ces filles, elles ont un mélange enfantin et provoquant parce qu'elles ne sont pas très âgées, guère plus âgées que Nita. Elles sont 5 à tenir ce bar. Et voilà, là aussi, l'union fait la force. Et elles aussi, elles se sentent revivre en étant ensemble. Mais ce que je voulais aussi évoquer à travers ce gang de filles, donc cette bande de filles qui travaillent au Hollywood et qui ont l'air puissantes pour Nita, elles ont l'air complètement indifférentes vis-à-vis des hommes agressifs, elles ne les regardent pas, elles sont entre elles, elles semblent se suffire et elles semblent justement très exister, contrairement à Nita qui a l'impression d'être faite de fumée. Mais ce qui m'intéressait, c'était aussi tout ce qui est de l'ordre de la fascination. C'est-à-dire que je pense en effet qu'elles ne sont pas beaucoup plus âgées, mais Nita pense qu'elles sont des femmes, qu'elles ont tout compris à l'existence. Elle dit à un moment qu'elles vivent dans une pièce dont elle n'aura jamais la clé, elle ne pourra jamais aller dans ces endroits-là. Donc la fascination, c'est quelque chose qui est propre à tous les âges, mais qui est assez symptomatique de l'adolescence, c'est-à-dire de projeter une sorte d'idéal,
sur l'autre et alors sur un groupe d'autres qui semblent en plus détenir quelque chose de secret, de magique, avec tous les dangers de l'image fantasmatique également. Effectivement, elles sont extrêmement touchantes, elles sont libres, mais d'une certaine façon, elles sont dangereuses aussi. Sachant que voilà, autour de ce bar, il y a des agressions qui ont lieu. On ne sait pas trop si c'est par des animaux sauvages. Voilà, c'est entouré de mystères, mais je vais pas en dire plus. Ce que j'ai bien aimé aussi dans votre écriture, c'est qu'elle est sensuelle. Il y a des voilà sur la nature, sur le goût. Enfin voilà comment. Il y a une écriture, il y a une sensualité dans votre écriture. Je crois que c'est ce que je préfère dans l'écriture, c'est essayer de retranscrire des émotions. Des odeurs. Mais par la sensation. Parce que j'ai l'impression que parfois, on a justement un mélange d'émotions. Comme par exemple, ce que je disais tout à l'heure, la honte et le désir. Ou la rage et l'amour. Des choses qui se mélangent et parfois des choses qui n'ont pas de nom. Et par la sensation, le goût, une odeur, un parfum, une lumière ou même la sensation sur la peau, tout ce qui est vraiment physique donne accès à un endroit secret de chacun de nous qui nous met en contact avec une émotion peut-être parfois plus subtile, plus étrange. Et j'aime essayer d'emmener la langue dans ces endroits-là, dans une sorte de poésie de la sensation. Comment vous écrivez votre travail là, d'écriture au quotidien? Est-ce qu'il y a un moment précis de la journée où vous écrivez? Vous avez un rituel ou est-ce que vous vous laissez happer? On l'a vu par des vidéos. Oui, ça c'est un peu un problème. En effet, j'ai regardé beaucoup de vidéos de Luciole également, parce qu'il y a une scène de Luciole. Oui, il y a une scène de Luciole, oui. Donc pareil. Mais en réalité, je travaille beaucoup le matin. Parce que déjà, je suis obsédée par mon nombre de signes. C'est-à-dire que les signes, c'est le nombre de lettres. Donc, je veux avoir écrit un certain nombre de signes par mois. Par mois. Donc par semaine, donc par jour. Donc, quand j'ai fait ce que j'avais à faire, déjà, je me détends un peu. Alors, ça ne veut pas dire que je ne travaillerai plus, mais je le fais avec moins de tension. Donc, en général, j'écris dans mon lit. C'est-à-dire, j'ai un très beau bureau, très très bien rangé, sur lequel je n'ai jamais travaillé, parce qu'il me fait peur. Et que dans mon lit, je peux me leurrer. Je peux me dire, je vais me faire un café, je vais regarder un peu Instagram et tout, puis paf, je me jette sur l'écriture, mais de façon moins violente, qui me fait moins peur. Donc, j'ai besoin de me faire croire que je suis en train de me détendre. Un côté adolescent, là aussi, Mais non, pourquoi? Pas du tout. Non, bureau rangé, donc c'est pas c'est pas ça. Donc il y a des thèmes, je disais, qui reviennent d'un livre à l'autre. Donc il y a celui de la disparition, de la disparition de l'être cher, la disparition. Comment, voilà, ça c'est quelque chose qui revient de manière inconsciente. Inconsciente, mais j'ai réalisé que je crois que il y a une sorte de répétition pour effectivement la disparition, donc le fantôme, l'être qui est mort, mais aussi un amour perdu, enfin tous ces êtres qui nous empêchent d'avancer, et la fantasmagorie d'un autre côté, c'est-à-dire des choses que l'on plaque, et une sorte d'idéalisation de l'autre. Donc peut-être que ces choses qui sont soit projetées vers un avenir qui n'existe pas, soit vers un passé qui a disparu, permettent d'avoir des personnages embourbés qui ne sont pas là, incarnés et capables de prendre leur existence en main. C'est comme des freins qui empêchent de devenir ce que l'on doit être. Peut-être que c'est ça, finalement, plus que la disparition elle-même. C'est la nostalgie ou la rêverie, mais peut-être dans son aspect le plus d'ombre que ça fait planer également sur soi. Et alors comment on arrive à dépasser ça aussi? C'est ça la question. Oui, alors c'est la mise en marche. Alors c'est ce qui me plaît le plus. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai l'impression que c'est presque un chemin personnel. C'est-à-dire que de livre en livre, mes personnages sont de plus en plus actifs. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qui se fait en parallèle avec ma propre incarnation. Dans Crans-Montana, il y a eu donc Crans-Montana,
ensuite Summer et ensuite Eden. Donc Crans-Montana, c'est également une bande de jeunes gens pendant les années 60. Ils sont incapables de prendre leur vie en main. Ils ont soi-disant tout. C'est plutôt la jeunesse dorée. Ils vont dans une station de ski, mais ils vont laisser glisser leur vie devant leurs yeux en espérant toute leur vie, mais en ne passant jamais à l'acte. Ensuite, dans Summer, c'était un jeune garçon qui est traumatisé, mais qui est paralysé, poursuivi par le souvenir de sa sœur disparue, mais qui va, par un courage et une sorte d'héroïsme inouï, essayer de soulever les secrets familiaux pour justement s'approprier sa propre existence. Et là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la mise en mouvement, du passage à l'acte, avec tout ce que cela peut avoir de dangereux. Mais j'avais envie d'un livre physique aussi. Et tout ça, ça rejoint la quête d'identité. Tous ces personnages, ils sont quand même en quête d'identité. Oui, peut-être en quête d'identité et de liberté intérieure. C'est-à-dire se débarrasser justement Nita qui vit dans le souvenir de son père et qui veut partir, par exemple, parce que elle en veut à son père, et donc la forêt représente l'endroit où il a disparu, donc elle déteste la forêt. C'est pour ça qu'il y a le rejet. Voilà. Hein, ouais. Donc ces choses qui ne nous appartiennent pas finalement, ces haines ou ces désirs qui nous sont peut-être pas si propres. Donc oui, il y a une identité, mais qui est au-delà de l'identité d'appartenance. Oui, qui est la construction de ce que l'on est. De ce qu'on va devenir en tant qu'adulte, en se débarrassant de tout ce qu'on porte. Vous disiez, la forêt aussi, c'est la mémoire. Ah oui, voilà. La mémoire des pères, là, elle est ultra présente justement dans ce monde des esprits. Et on porte tous un peu de l'héritage, de la famille, de plein de choses qui nous dépassent, mais qu'on a en nous sans même des fois en être conscient. Absolument. Et là, ça va rejoindre la culpabilité. Donc, je vais lire un petit extrait aussi qui présente bien ça. Alors, sur la faute, hein, après je vous laisserai réagir sur la notion de faute qui est aussi centrale dans ce livre, et justement comment en l'occurrence les adolescents vivent avec ce poids de culpabilité. Ça fait des siècles et des siècles que leurs crimes s'accumulent. Ils circulent dans leurs gènes en passagers clandestins et ils ne le savent même pas. Par une espèce de mécanisme tordu ou simplement pour qu'ils puissent continuer à vivre, à s'enrichir, à dormir tranquille, nous sommes devenus la faute, le crime lui-même. Si on disparaît, la faute disparaîtra. Ils veulent nous anéantir, tu comprends. Donc là, elle parle des Blancs, hein, de ceux qui exploitent la forêt et qui veulent en l'occurrence anéantir les autochtones pour que le crime disparaisse avec eux. Mais ça, c'est encore une fois universel et ça dépasse ce peuple. Oui, c'était vraiment, c'est aussi lié au titre Eden. Il y a vraiment cette idée de faute originelle qui fonde ce territoire également, la destruction, l'assimilation d'un peuple. Mais effectivement, cette notion de faute est un sujet qui est peut-être le cœur caché de tous mes livres. C'est l'idée que la victime devienne le coupable. Et ça va aussi bien, comme vous le disiez, on peut parler des autochtones, mais on peut parler également de toutes les violences faites aux femmes, qui se retrouvent à être responsables de ce qu'elles subissent, soit comme d'ailleurs Lucie, qui s'habillait de façon sexy, etc. Et évidemment, on dit d'une certaine façon, elle l'a bien cherché. Il y a cette honte-là de la victime qui pense qu'elle est coupable, mais qui est regardée de façon générale comme la coupable. Et c'est également une façon de se débarrasser de sa responsabilité. Je pense vraiment, je suis absolument convaincue que souvent, la faute n'est pas forcément, il n'y a pas forcément de justice. Et le criminel ne sera pas forcément puni. En revanche, quelqu'un portera toujours la faute. D'ailleurs, à un moment, le policier dit la faute, elle est là, elle est plane, et elle retombera un jour quelque part. Et je suis absolument persuadée de cela. Et parfois, ça peut être quelqu'un dans la famille qui porte la faute d'un aïeul sans le savoir. Mais c'est souvent la personne la plus sensible, hein, il me semble, la plus empathique, et justement la plus à même de sentir cette notion de culpabilité qui va la porter. Et
alors que l'être, le prédateur, lui, est dans une négation absolue de l'autre, donc de la faute, de la blessure. Elle n'existe même pas, elle n'est même pas conçue. Et c'est là où ce glissement-là, il est tellement pervers et tellement difficile à combattre, parce qu'on a une créature qui a honte et qui est prête à reconnaître ses torts pratiquement et presque à dire forcément c'est de ma faute, et de l'autre on a un être qui ne s'interroge même pas. Et après il y a également la problématique de la culpabilité collective, qui est quelque chose de sombre, qui est là mais dont on ne sait que faire et qui est peut-être trop grand pour soi. Et de la regarder en face, c'est comme rentrer dans cette forêt. C'est-à-dire qu'il y a un moment ça va faire mal, c'est comme un deuil, c'est un moment très dur à traverser, il faut énormément de courage. Donc tout le monde n'est pas un monstre, c'est pas du tout ce que je veux dire par là, tout être qui commet une faute, mais de pouvoir aller la regarder en face et la reconnaître est un chemin qui nécessite une bravoure et rare. Mais c'est un peu le courage dont aussi font preuve tous ces personnages. C'est vrai, face à cette... Alors, il y a l'autoroute. L'autoroute, c'est vraiment aussi une belle image, hein, tout au long du livre, là. Et cette forêt, et à la fin, Kishi qui fait passer dans le tronc de l'arbre. Voilà, pour retrouver quelqu'un. Mais... J'aimais bien l'idée de l'autoroute, parce que l'autoroute, il y a cette réserve, et puis... En plus, l'adolescence, c'est vraiment l'âge de l'impuissance. Tout est possible, mais rien n'est possible. Donc, on est soumis à la loi, à ses parents, au monde des adultes. Donc, ils sont là, ils sont immobiles. Hein, tandis que défilent devant eux ces voitures qui partent à l'autre bout du pays. Donc, j'aimais aussi ce contraste-là. Oui, et puis avec la transgression là, à portée de voiture et le danger, puisque avec toutes les images qu'on peut avoir, c'est très cinématographique là. L'autoroute, elles font du stop la nuit, avec des mini-shorts en éponge, maquillées de manière un peu gothique. Enfin voilà, c'est saisissant ça comme image, et on se dit, mais avec cette tension dramatique, cette menace qui plane, on se demande à chaque fois qu'on tourne la page ce qui va arriver. Merci. Le choix du titre, est-ce qu'il s'est imposé facilement, Eden ? Pas du tout. D'habitude, j'aime beaucoup écrire avec un titre, ça me rassure parce que je peux imaginer le livre comme un objet concret. Là, je n'y arrivais pas. Je trouvais pas de titre, je voulais un titre avec forêt. Puis après, j'ai réalisé qu'il y avait déjà beaucoup de titres avec le mot forêt, mais beaucoup. Bon, après, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de titres avec Eden aussi, mais bon, bref. Mais finalement, c'est vraiment à la toute fin. Ouais, à la toute fin. Voilà, il va bien. Merci. Parce que Eden, chacun peut mettre aussi... Voilà, différentes choses. Il est légèrement décalé, j'aime bien. Ça fait peut-être écho à ce que je disais précédemment sur le vide. C'est un endroit où on met un peu ce qu'on veut mettre dedans. On choisit la facette du mot que l'on veut. Alors, vous pouvez peut-être aussi nous parler de vos influences littéraires. C'est vrai que ce monde adolescent, cette nature, ce monde de fantômes et cette nature parfois dangereuse, ça fait penser à Laura Keshishke. Moi, j'ai lu pas mal de livres d'elle. Bon, j'adore. Je retiens jamais les titres. Il y a Verte à un moment, mais voilà, j'ai un problème avec un oiseau blanc dans le blizzard, les revenants. Les revenants, ouais. Il y a tous ces éléments que vous aimez bien, donc je pense que vous êtes assez proche d'elle. Autrement, vous êtes... J'adore Joyce Carol Oates aussi, qui pour moi est quand même une grande romancière de l'Amérique, et qui, parce qu'elle évoque très bien, je trouve, la violence à l'égard des femmes, la folie des mères aussi, ça c'est un sujet qui me touche beaucoup, et j'aime son écriture que je trouve parfois qui est comme une sorte de chœur antique, il y a une sorte de grandiloquence qui je trouve extrêmement romanesque. J'aime assez cette façon assez anglo-saxonne d'oser y aller. J'ai parfois l'impression qu'elle lance les chevaux. Vous voyez, alors elle change beaucoup de style de livre en livre, mais certains m'ont vraiment marqué énormément. Après, j'ai beaucoup d'auteurs qui me touchent ou qui me secouent au point d'ouvrir une porte, mais c'est vrai que même un Stephen King, qui justement évoque la brutalité du monde à travers des représentations surnaturelles, je trouve ça très très intéressant de pouvoir
faire surgir la monstruosité humaine à travers une apparition surnaturelle, parce que finalement, elle n'est que le reflet de l'ombre que l'on porte en soi. Ça, j'avais envie de jouer avec ça, même si je dirais que ce roman, il n'est pas surnaturel, puisqu'il y a des réponses, on peut donner des réponses concrètes à tout. Donc après, on fait son choix. Certaines choses peuvent être liées à l'invisible, comme ces animaux protecteurs aussi, parce que ce n'est pas forcément que des forces de l'ombre. Et parce que j'ai remarqué que finalement, tous mes jeunes héros ont un animal, soit qui les accompagne, soit qui apparaît à des moments clés. Ça, je m'en suis rendu compte seulement à la fin également. Un peu l'animal totémique de chacun. Et il y avait donc cette possibilité du surnaturel, mais qui n'est pas non plus certaine. C'est-à-dire que, ou non, cette brutalité, elle est également tout à fait réelle. Hein. Oui, le surnaturel, vous l'abordez aussi de manière... c'est pas en termes de religion ou de croyance à l'animisme ou des choses comme ça. Tout se mélange en fait. Oui, c'est ce que vous dites. Le surnaturel, voilà, tout peut être possible, surnaturel ou pas. Et puis, je trouve vraiment qu'on manque de mystère dans nos vies. On manque d'espace d'ombre où on peut se réfugier, mais cacher des choses comme nos chagrins, nos espoirs, nos rêves. Un endroit qui, un peu... Tout ne s'explique pas à chaque instant, même soit le moindre de ces mouvements. Parfois, on ne sait pas pourquoi on fait quelque chose ou pourquoi on est submergé soudain. Je trouve que c'est réconfortant, le mystère, l'énigme, les questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse. On répond à tout trop vite, il me semble, sans avoir cet endroit du doute, de la quête, peut-être également du mouvement, c'est-à-dire penser ça, et ensuite, c'est également la fluidité que je trouve intéressante, de ne pas être figé dans quelque chose, une croyance abrupte et qui a tendance à devenir extrême, parce que justement, elle est comme faite de pierre. Et ça, on le sent très bien chez cette bande d'adolescents qui expérimentent. Eux, ils sont en mouvement. Et d'un autre côté aussi, la réflexion que je me faisais, c'est qu'ils sont un peu hors du temps. À un moment, je me suis dit, il n'y a même pas trop de stigmates de la vie moderne dans le roman. J'ai fait exprès. Ouais. J'ai fait exprès parce que je trouve que c'est parfois compliqué de lire un roman quelques années après et d'avoir quelques références qui soudain paraissent datées et qui mettent une sorte de voile. Par exemple, la chouette s'appelle Beyoncé. À l'origine, Beyoncé, j'avais mis une référence directe à la chanteuse. Et je me suis dit, qui sait, dans quelques années, Beyoncé, elle évoquera peut-être pas exactement ce qu'elle évoque là. Donc j'ai gardé le prénom parce que j'adorais l'idée qu'elle s'appelle ainsi. Et effectivement, il y a une référence forcément à elle. Mais je ne l'ai pas mis. Et il y a finalement le moins possible de portables également. Oui, les portables. Pour qu'on ne sache pas très bien... Il n'y a pas de réseau dans la forêt. Hein. Ouais, il tapote de temps en temps dessus, mais quand je l'écrivais, j'en étais très consciente. Et je me disais, je ne sais pas si j'ai envie que ce soit trop présent, trop visible. Oui, c'est ce que... Ça ressort bien, ça. Et ça sonne d'autant plus juste dans le caractère, je pense, intemporel, universel de cette histoire où chacun peut prendre... ce qu'il a envie de prendre quelque part. Quel retour vous avez des lecteurs sur ce livre ? J'ai globalement des retours extrêmement touchants parce que justement peut-être que le fait qu'il y ait des blancs, j'ai beaucoup de retours de lecteurs qui voient des choses que je n'avais pas vues. Et ça, il n'y a rien de plus beau. Et je dois dire qu'une autre chose qui me touche énormément, c'est les lecteurs qui font le lien et qui voient justement le cœur secret, les choses qui sont là dans chacun des livres. Alors que j'évoquais Grand Montana auparavant, c'est quand même une histoire de jeunes gens dans une station de ski des années 60. Et là, on est au bord d'une forêt sauvage. Donc... et qui retrouvent des choses ou qui... En fait, ce qui me touche le plus, c'est que celui-là, il était plus audacieux dans le sens qu'il faut y aller, il faut le suivre, il faut accepter d'entrer dans ce monde-là. Et j'ai la sensation que, globalement, ça fonctionne. Et ça fonctionne aussi avec les jeunes lecteurs, avec les adolescents. Là, c'est là où j'ai la sensation que ça fonctionne. Disons que pour moi, c'est vraiment ce que je préfère parce que
je sais pas, il y a une acuité des questions, de la sensibilité. Il y a aussi parfois des questions très... par exemple, le fait que les garçons, la bande de garçons agressent la fille dans le bus. Ça, j'ai eu des discussions assez intenses avec des jeunes femmes qui me disent non, ce sont des agresseurs. Et je dis non, oui, mais non, etc. Et j'aime ces conversations-là. Et ça me plaît énormément de voir à quel point ça résonne, à quel point... je sais pas, il y a une sorte de conscience et de responsabilité très forte. Ça, ça donne beaucoup d'espoir et de force. Eh ben, merci beaucoup et on va peut-être leur demander ce qu'ils en pensent.